Les amis, nous voici en direct de Conversation entre amis pour aujourd'hui découvrir quelqu'un d'extraordinaire, Patrick Adler, humoriste, mais aussi acteur, comédien, auteur et romancier. Partons à la découverte de Patrick Adler. Bonjour les amis, nous voici en direct dans Conversation entre amis by Emma Goldberg avec aujourd'hui un artiste absolument extraordinaire, Patrick Adler, auteur, comique, imitateur et bien évidemment parfois chanteur. Nous allons le découvrir. Je vous laisse découvrir l'immense talent de Patrick Adler. Bonjour Patrick, comment vas-tu? Bonjour Emma, je vais bien. Comment ça va? Tout va bien aujourd'hui malgré le confinement? Tout va bien parce qu'il fait beau à Paris pour l'instant. Tout va bien parce qu'il y a des projets en cours, qu'on nous annonce quand même un progressif déconfinement. Pour autant, on se remet quand même de cette période, cette parenthèse malheureuse qui n'est pas terminée d'ailleurs. Mais comme le temps est utile, ou en tout cas doit être utilisé, moi j'en ai profité pour surtout ne pas rester sur mes acquis et créer, écrire beaucoup et préparer des choses. Donc, moralité de l'affaire, tout va bien. Peux-tu nous dire qui tu es afin que les auditeurs te redécouvrent? Alors, je suis un homme aujourd'hui âgé de 63 ans. Je suis un ex-professeur d'allemand reconverti. Je passais de la petite estrade à la grande scène. J'ai été découvert en qualité d'imitateur, humoriste, surtout parce que j'étais le premier depuis Claude Vega à faire des voix féminines. C'est ce qui a créé l'emballement médiatique assez rapidement dès les années 90, parce que je suis arrivé dans ce métier après 8 années d'enseignement. J'ai démarré donc par Champs-Élysées, puisque c'est Michel Drucker qui m'a découvert après réception d'une cassette, d'une lettre humoristique. Il a apparemment fait beaucoup rire et ça lui a donné envie d'écouter ce que je faisais, et il a été absolument estomaqué de voir qu'un type faisait des voix de femmes ou des voix suraiguës comme Jimmy Somerville, Jean-Jacques Goldman, des gens comme ça, quoi. Et après, le téléphone n'a eu de cesse de sonner. J'ai fait un peu ma diva en disant écoutez, je prépare les élèves au bac, j'ai 4 terminales dans un lycée parisien, donc laissez-moi finir l'année et après je verrai les choses en grand. Je me mettrai en disponibilité, comme on dit à l'Éducation nationale, sauf que ça fait juste 30 ans maintenant que je suis en disponibilité, bientôt 31, et que évidemment je ne reprendrai pas. Après, il s'en suivit la classe, grâce à Laure Chaubarou, qui était alors directrice de production de la classe. Après, Laurent Ruquier est venu me chercher, c'était en 93, fin 93 jusqu'à fin 96. Il y a eu les bons génies. Donc avec Ruquier, on a fait France Inter et les beaux jours du Rien à cirer, qui était une émission très surprenante. Alors je vais dire une émission qui m'a fait découvrir d'un public très différent. C'est un public que j'allais dire France Inter. Donc un public plutôt enseignant, plutôt CSP+, plutôt intello, plutôt étudiant. Public que je n'avais pas puisque moi j'avais un public très populaire à la classe. Et en fait le public que j'ai acquis à Rien à cirer était un public qui sortait. Ce qui fait que quand on me dit mais alors vous avez été hyper célèbre à la classe, je dis eh ben non, au moment où j'ai le plus rempli et grâce à qui j'ai le plus rempli, c'est grâce à la radio, c'est à France Inter. Et France Inter, effectivement, ça m'a permis de remplir des grandes salles. Après, j'ai fait une émission qui était très drôle où j'ai découvert un type qui est devenu mon ami intime, qui je suis très lié d'amitié, avec qui je passe même quelques jours de vacances dans l'année, enfin l'été, on se retrouve dans le sud. C'est Patrice Laffont, dans Les Bons Génies. Et puis après, j'ai fait avec Vincent Ferniaud, c'est une émission humoristique sur le sport. Après, j'ai fait, mais alors bien après, des années après, c'était plutôt en 2013-2014, au moment d'ailleurs où je faisais une tournée en première partie de la Ségara et une pièce de théâtre avec Patrice Laffont et Chantal Latsou, qui s'appelait Ainsi soit-il, une pièce de Jean-François Champion mise en scène par Jean-Luc Moreau. Et bien c'est à ce moment-là que j'ai fait en même temps que Cécile de Ménibus, qui m'avait vu sur différents spectacles et surtout en tant qu'animateur avec Patrice Laffont du gala du tournoi de pétanque des personnalités, m'a dit il faut absolument qu'on fasse un truc ensemble. Et j'ai fait avec elle pour Belle RTL, l'émission en Belgique, enregistrée sur RTL, dans les studios d'RTL à Paris. J'ai fait le Ménibus des stars. Donc voilà, la grande période, je dirais, médiatique. Après, pour les gens qui ne me connaîtraient pas ou qui seraient surpris de me voir sur un tel exercice, j'ai aussi été meneur de revue, maître de cérémonie au Carrousel de Paris, un cabaret parisien, un grand cabaret à côté de la Comédie de Paris. J'ai été également au Cabaret Club Champagne Musical Avenue à Reims. Et puis après, j'ai fait un an dans le Perche, à Condé-sur-Huisne, une expérience assez intéressante, dans un cabaret qui était 400 places, qui s'appelait qui s'appelle toujours d'ailleurs le Melrose Cabaret. Ce sont des expériences diverses et variées, comme les apparitions que j'ai pu faire dans des films comme Trésor, le dernier film d'ailleurs de Claude Berry, qui a été fini
d'ailleurs fini à la réalisation par François Duperron. Et puis des tas de séries comme Avocat et Associés, Cordier, Juge et Flic, etc. Enfin, j'ai tout fait de ce qu'on pouvait faire en tant que guest. Tout m'a amusé. Mais alors, c'est vrai qu'il y a un côté un peu protéiforme, il y a un côté un peu caméléon, il y a un côté un peu couteau suisse qui fait qu'aujourd'hui, vous avez raison de dire, dites aux gens qui vous êtes, parce que pour beaucoup de toutes ces grandes années d'exposition, c'est le type qui fait des voix de femmes, c'est l'imitateur aux voix de femmes, et pour d'autres, c'est un chroniqueur radio, pour d'autres, c'est un homme on l'a vu, il était meneur de revue, mais on ne sait plus tellement. J'ai pas de plan de carrière. J'arrive à 63 ans, effectivement, peut-être que je vais faire une autre carrière maintenant, ou plutôt, là, comment dirais-je, trouver d'autres voies, parce qu'entre-temps, j'ai écrit un premier bouquin qui s'appelle Un père et passe, aux éditions de Sémaphore. Il y en a un deuxième qui va sortir, je pense après, parce que les éditeurs attendent la fin de l'épisode Covid, qui s'appelle Tout donner. Il y a des chroniques aussi à côté, des chroniques anniversaires qui s'appellent Kinaki, que vous avez dû entendre. Et du coup, ça me fait beaucoup de cordes à mon arc, parce que j'ai l'impression d'être un petit peu malheureux quand je suis désœuvré. Je fais pas partie de ces gens très passifs. Mon truc, c'est le travail, enfin tant que je peux. Mais je peux être aussi dans le laisser-faire, même dans la léthargie, c'est-à-dire à prendre un bouquin et à découvrir des choses, parce que je suis un éternel étudiant, je n'aime rien tant qu'apprendre et donc apprendre des autres. Moi, mon kiff aujourd'hui, c'était aussi la transmission. Patrice Laffont me disait un jour que j'avais raté ma carrière. Je dis, pourquoi tu dis ça? Il me dit non, parce que pour moi, tu es un animateur. Et je dis, alors ça, c'est pas tout à fait faux. Je dis, parce qu'il y a une chose que je n'aime rien tant que transmettre et enjoliver, c'est-à-dire présenter les gens. C'est ce que j'ai fait pendant le Festival d'Avignon il y a 3 ans. Il m'avait demandé de faire une chronique qui s'appelait Les coups de cœur de Patrick Adler. Et j'allais voir des spectacles et j'étais émerveillé parce que j'en voyais 4 par jour. Et je faisais des chroniques tous les soirs et les gens étaient émerveillés. Donc, les gens couraient dans la rue pour me dire « Vous venez me voir parce que vous avez bien parlé, on vous a entendu parler d'un truc. » Et je disais, mais à un moment, je me nourris tellement des autres que c'est un tel émerveillement pour moi que je ne déteste pas du tout être pour une fois dans l'ombre. Ça ne me gêne pas outre mesure. Mais c'est vrai que ce côté protéiforme, pour prendre un exemple, je serais l'anti-Roumanoff. Anne Roumanoff, elle a une charte, qui est la charte rouge. Elle a toujours eu ce plan de carrière, etc. Elle a avancé. Aujourd'hui, elle remplit des stades. Je dis, non, c'est pas du tout mon truc. Et des fois, je lui en parlais, parce qu'elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais en ce moment? C'était toujours, vous savez, le problème de notre métier, c'est qu'il faut toujours justifier, quel que soit l'âge, peut-être qu'à 70 ans, où j'aurai envie peut-être de ne rien faire, d'être en famille, de voir des amis, de nager, je ne sais quoi. Et ben on me dira encore, et vous faites quoi en ce moment? Vous avez un projet, vous allez tourner dans le truc. Et je disais à un moment à Romana, je dis, mais tu te rends compte, si j'étais resté prof, on m'emmerderait pas, on me dirait juste, vous êtes content de vos classes cette année et tout. Mais parce que bon, bah voilà. Mais comme nous faisons des choses extraordinaires, c'est-à-dire au sens étymologique du terme, qui sortent de l'ordinaire, et ben faut toujours qu'on soit là. Il y a des fois que c'est agaçant parce que c'était l'épisode de Grâce de Capitani avec poursuivi par Quotidien, qui avait trouvé une formule assez banale mais qui était rigolote, qui disait j'ai un très joli projet, mais parce qu'à un moment, quand on ne fait rien, il faut qu'on trouve une idée, et il faut qu'il y ait quelque chose qui bouge dans la tête, qu'on fasse rêver en face, que les gens se disent « alors vous faites rien ». Ma mère, puisqu'on ne me voit plus depuis quelque temps à la télévision, me dit, parce que ses petites voisines la naissent, il dit « et votre fils, on ne le voit plus ». Et ma mère me dit « ça serait bien que tu reprennes ». Mais j'ai dit, mais foutez-moi la paix, je reprendrai, ça reprendra quand ça voudra reprendre, et basta. C'est très compliqué notre métier, il faut toujours avoir à se justifier auprès des autres. Alors quand on a un peu de bouteille comme moi, c'est-à-dire plus de 30 ans maintenant de métier, on en rigole, mais c'est vrai que des fois je me dis, mais heureusement que je continue de travailler, que j'ai encore des choses à dire, sinon ça serait terrible. Je serais voué aux gémonies, parce qu'on dirait, bah allez, bouge-toi quand même, on t'attend. En même temps, ça nous donne un coup de fouet. Quand les gens me disent, on vous voit plus, je dis, c'est vrai qu'il faudrait peut-être que je me bouge un peu. Quand vous avez voulu m'interviewer, j'ai dit, et puis j'ai dit, mais c'est vachement gentil, quoi. Je suis toujours très étonné. Je vais vous raconter une histoire qui est une anecdote très, très bête. Je vais, hélas, pour les obsèques de Michou, et je vois Brigitte Macron, que je vais saluer. Je dis bonjour, madame, je suis Patrick Adler. Elle me dit, bah, ça va, je vous ai reconnu quand même. Et c'est vrai que comme un môme, j'étais abasourdi. J'ai dit,
ah bon? Elle me dit, quand même, Patrick. Et comme c'est une femme très intelligente et très bienveillante, très amène, très avenante, elle me dit, c'est pas le jour, mais ça va bien pour vous? Je dis oui. D'ailleurs, je voulais vous dire, puisque vous m'en donnez l'occasion, que j'ai commis un ouvrage sur la maltraitance dans l'enfance, puisque c'est un peu mon propos et ma vie d'enfant. Et elle me dit, oh écoutez, je serais ravie. Elle me dit, voulez-vous me l'envoyer? Et un beau jour, je le mets sur Facebook et un peu partout sur les réseaux. Je dis, miracle, je reçois une lettre de l'Élysée signée de Brigitte Macron et qui me dit, j'ai reçu votre livre que je ne manquerai pas de lire dans les prochains délais. Et moi, j'étais très fier. Mais pour vous dire que c'est très idiot, mais même si on a été extrêmement connu à une période, on croit toujours que parce qu'on n'est plus dans l'actu, et j'ai pas envie non plus de faire n'importe quoi, je suis toujours étonné qu'il y ait un intérêt manifeste pour moi quand vous m'avez dit, mais Patrick, attendez, vous ne m'avez pas dit, parce que vous êtes élégante et polie, vous êtes toute ma jeunesse, mais l'autre jour j'ai quelqu'un qui m'a vu, qui m'a dit, vous êtes Patrick Adler? Je dis, oui. Puis j'ai regardé que quand j'ai vu le mec qui avait 35, peut-être 40 ans, et il me dit, ah je vous adore, vous avez beaucoup de goût, je blague, et il me dit, vous êtes toute ma jeunesse. Et je dis, c'est gentil. Et ça m'a fait rire, parce que comme j'ai été un jeune homme longtemps, et que paraît-il, je parais encore jeune, du coup je me dis que quand on m'annonce vous êtes toute ma jeunesse, je me dis, oh la vache, tu prends un coup sur la figure. Et c'est tellement mignon, c'est tellement bienveillant. Et moi, j'ai sans arrêt ce mot à la bouche, parce qu'aujourd'hui, ce que je disais à mon futur manager, que j'aime beaucoup, qui je disais, mais moi, j'aime les gens gentils. Puis aujourd'hui, je ne veux être entouré que de gens gentils. Je suis pourtant un persifleur, je suis quelqu'un d'ironique, dit que je casse, mais je dirais très sincèrement que c'est plus pour le plaisir d'un bon mot qu'on tuerait père et mère. J'ai pas une once, enfin tous les gens qui me connaissent dans la vie disent ah lui ça l'amuse, il casse, il balance, mais à côté de ça ils savent très bien que je suis hyper fiable, que quand on m'appelle je réponds, que je suis toujours là pour les autres et tout. Quand je vois les gens gentils, je les prends dans mes bras. Je sais qu'il y en a qui sont saignants, et c'est vrai que j'étais le premier à rire de Pierre Doris, de Desproges, la gentille cruauté. J'ai un très bon copain qui s'appelle évidemment Patrick Timsit, qui lui est vraiment plus que mordant. C'est tout ce que j'aime, mais à côté de ça, mais c'est un bonbon dans la vie, c'est un bonbon ce mec. Il est fragile, il est doux, il est gentil, il est bienveillant, il prend de vos nouvelles. Quand j'ai eu à le connaître intimement, parce que nous avons des amis communs dans les Cévennes, et on connaissait depuis des années, on se voyait comme ça, on se disait bonjour, hein. Puis quand j'ai découvert dans l'intimité, que j'ai découvert ce petit bonhomme rond et s'excusant d'être là et étant très à l'écoute des autres, j'ai dit, dis donc, c'est bien d'avoir des gens gentils comme ça. Il y en a quelques-uns dans le métier, il y a des gens qui ne font pas de cadeaux. Et les gens qui sont méchants sont des gens qui ont peur. C'est une fragilité quelque part, ils ont peur pour leur place. Moi, je suis devenu, surtout depuis que j'ai eu habité, j'avais acheté une maison qui va se vendre là, à Riyad en Tunisie. Je suis devenu très orientaliste dans la forme de pensée, parce que je me dis, advienne que pourra. Je suis très fataliste. Je me dis, les choses se font ou pas. Si elles sont pas faites, c'est qu'elles ne devaient pas se faire, etc. Ce qui ne veut pas dire pour autant que je ne sois pas pragmatique et déterminé. Mais il y a des fois où on appuie sur quelque chose et ça ne se réalise pas. Avant, j'aurais été très en colère, j'aurais, déménagé la terre entière pour que ça se fasse. Aujourd'hui, je me dis, attends, là, il y a un problème, là, c'est... Qu'est-ce que c'est pas? Je vais pas jouer les ramachoufis avec mes mantras et mes chakras. C'est que l'univers ne t'a pas répondu. Mais quelque part, il y a un peu de ça. C'est comme les rencontres. On discutait l'autre jour avec Yann, justement, des rencontres qui n'étaient jamais fortuites. Il n'y a pas de hasard dans les relations, les rencontres et tout. Et moi, je crois un peu en ça. Je me dis, s'il y a des choses qui se font, c'est qu'elles devaient se faire. Il y a des moments aussi pour... Jean-Pierre Castaldi me disait un jour, moi pendant longtemps j'ai pas eu la carte, et je comprenais pas cette expression, et il m'expliquait, il me dit quand t'as pas la carte, il me dit tu peux cogner à toutes les portes, ça s'ouvre pas, tu vas bossater, tu vas un peu bosser, mais ça va. Puis un beau jour il se trouve que tu fais un truc qui déclenche, qui est l'élément déclencheur, et là tout s'ouvre. Et là, c'est terrible. Ça a été le cas, par exemple, Perléand le racontait très bien. Il disait, moi, pendant 20 ans, j'ai eu
4e, 5e, 10e rôle, j'ai fait les halbardiers à l'opéra, j'ai fait de la figuration, de la silhouette et tout. Et il a suffi de ma petite entreprise qui a donné les choristes et maintenant il ne se passe pas un mois sans qu'il ne reçoive un scénario ou de film ou de pièce de théâtre. Il a écrit un bouquin qui a été un succès, L'homme invisible, et c'est absolument magique. Du coup, il a divorcé, ce qui a permis à sa femme de dire qu'il y a des femmes qui font des acteurs et celles qui en profitent après. Mais j'ai trouvé ça très sincère. Il a dit, c'est incroyable, un jour il y a un truc qui... Parce que quand vous avez du talent, c'est pas possible qu'à un moment, je crois pas au talent méconnu, au génie méconnu, ça c'était avant, mais pas à l'heure actuelle, où il y a quand même beaucoup d'agents et puis spécialistes du marketing qui vous découvrent. Je crois pas assez en ces choses-là, quoi. Je me dis, c'est ça la vie. Moi, qui aurait pu penser que ce petit bonhomme qui était professeur d'allemand depuis 8 ans dans un lycée parisien allait du jour au lendemain, presque 2 mois après, passer de la petite estrade à la grande scène suite à une émission le 14 février 89 où le téléphone n'a eu de cesse de sonner à la production de Drucker. Il dit mais c'est qui ce mec-là qu'on ne connaissait pas, etc. Et pour cause, c'était ma première télé. C'était pas ma première scène parce que depuis des années, j'écumais les discothèques, les kermesses, les foires machin cochon parce que je faisais tout, j'étais prof et ça m'amusait. Mais j'ai fait la France entière comme ça. Et c'est comme ça aussi que j'ai appris mon métier. Certains l'apprennent au cabaret, moi je l'ai appris sur les scènes de discothèque, dans des foires, des machins, à présenter des galas. Et tout me fascinait. J'ai commencé à connaître à l'époque des vedettes, mais j'ai jamais été. En revanche, c'est d'ailleurs un peu ce qui m'a surpris, ce qui fait que parfois je me dis que je suis peut-être quelqu'un de très prétentieux et très présomptueux. J'ai jamais été impressionné. Je suis pas un mec impressionnable. Je suis poli, élégant et distant, comme quand j'ai rencontré Brigitte Macron. Mais je sais pas pour autant que je vais faire le forcing et tout. Oui, c'est la femme du président de la République. Je veux dire, comme j'ai rencontré je suis plus ému que impressionné. Quand j'ai fait la première partie à l'Olympia des Adieux des Vampes, en 92, est venu me voir un monsieur qui faisait la queue. Il y avait la queue évidemment pour les Vampes, mais il y avait la queue pour moi, la première partie, parce que j'avais fait un gros carton et j'ai même fait plus d'1 an et demi de tournée avec elle pour les Adieux des Vampes et 20 jours d'Olympia. Est venu un monsieur pour qui j'avais une vénération sans nom, c'est Guy Bedos. Il me dit bravo pour votre talent. Ce type-là, il a fait la queue derrière 6 autres personnes, des gens de ma famille, des amis, des trucs comme ça, et je me suis dit quand même Guy Bedos, quoi. Et ça me passait. Donc je suis ému, mais je suis pas impressionnable. Moi, ce qui m'a fasciné chez toi dès le départ, quand on t'a découvert, parce que c'est vrai que nous t'avons vu à la télé tous depuis très longtemps, c'est ton talent d'écriture. Comment se passe l'écriture et comment en es-tu venu à écrire tes propres spectacles? Quel est le processus? Alors d'abord j'avais pas forcément le choix au départ, parce que je suis arrivé, on me dit la classe, les sketchs doivent faire 3 minutes 30, ou si c'est des parodies, c'est pareil, etc. Vous pouvez mélanger plusieurs imitations, enfin, comme ça, et j'ai bien été obligé de me prendre en main. Au départ, j'avais la complicité de mon grand ami Jean-François Champion, de Jean-Marie Chevret, mais très rapidement, comme je devais fournir beaucoup, c'est moi qui ai beaucoup fourni, et après, ça a été les spectacles, donc c'était autre chose. Mais ça a été une très bonne école, parce que je disais un jour à un ami, c'est l'école du 3 minutes 30. C'est-à-dire que du coup, ça vous amène assez rapidement à aller à l'essentiel. Et après, mais bien après, c'est-à-dire qu'il m'a fallu 30 ans, j'ai écrit un bouquin. Je me suis décidé à écrire un bouquin, mais parce que peut-être que c'était aussi une catharsis, parler de mon enfance un peu brutale et compliquée. Et après, par la même occasion, je dirais presque au même moment, je me suis mis à écrire des pièces. Donc il y a 2 pièces en cours qui sont écrites, qui doivent être mises en scène, dont l'une déjà avec Jean-Luc Moreau. On attend le casting et on attend surtout la sortie de Covid, parce que quand j'ai présenté la pièce à des producteurs, ils m'ont tous dit le problème c'est qu'on n'a pas pu tourner avec tout ce qu'on a déjà, donc il va falloir qu'on fasse tourner là pour le truc, et après tu reviens nous voir en 2022 pour 2023. Et maintenant, j'avais à un moment envoyé des papiers qui avaient été reproduits dans le Huffington Post. J'avais fait tac.fr aussi, où je faisais des billets d'humeur et surtout d'humour. Et maintenant, de plus en plus, via Facebook, effectivement, je fais des papiers de temps en temps, parce que quand sur un sujet, sur un titre, j'avais fait un sur Hanouna, sur
l'avocat Divisio, sur enfin bref, ça, des fois quand ça me prend, je fais des trucs. Mais je n'aime rien tant qu'écrire. Moi j'ai la plume alerte, je pisse de la copie et après, dans l'analyse d'urine, je vois ce que je garde. Je vais à l'essentiel. C'est l'avantage des gens qui ne sont pas que auteurs. Quand on est auteur et qu'on a fait de la scène, on a le souci de celui qui vous écoute, qui va lire votre papier ou qui va l'entendre. Je me dis, ça c'est trop long. Donc sans arrêt, je suis dans ce dilemme. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut continuer, se faire plaisir, en faire du 10 minutes, et après, je dis, là, ils vont lâcher. Là, ils vont lâcher. Donc, du coup, c'est un vrai exercice de style. Mais c'est devenu un plaisir chevillé au corps, je dirais qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que j'aime bien. Et là, on m'a dit, mais le deuxième, c'est pas encore vendu, il n'a pas encore été édité. Je dis, ouais, mais j'en prépare un troisième. Je me mets en avance. Et en même temps, quand je trouve un thème qui me fait rire, le troisième va s'appeler Les Dames du Potager, ça va se passer dans un foyer logement, parce que avec ce que me raconte ma mère, de ce qu'elle vit avec ses copines et tout, c'est pas du tout un EHPAD, hein. C'est une maison de retraite, mais pour gens valides, autonomes et tout. Ça s'appelle les foyers logements, ils ont tout un studio et tout. Et je trouve ça truculent, toutes ces histoires, parce qu'on n'imagine pas à quel point, moi au départ je disais, ça doit être formidable avec les petits vieux, ils sont mignons. Et ma mère, elle était entrée là-bas, elle avait 77 ans, elle en a 86 aujourd'hui, et je me dis, mais c'est sympa. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a plein de Tati Daniel, que c'est plein d'intrigues, y compris sentimentales, que comme les mecs meurent bien avant, donc il y en a peu dans ces endroits-là, et que les pauvres, s'ils avaient eu quelques velléités d'amourettes, certains sont très courus, d'autres au contraire carrément castrés par les satrapes féminines. Et c'est très violent. Et ma mère me dit, Janine a fait ça, Josette, Josette, je t'ai pas raconté, etc. Et moi, je me délecte. C'est-à-dire, je passe en général le dimanche ou le samedi chez ma mère quand je suis à Paris. Et donc, on mange ensemble, on fait un Rubik's Cube. Et pendant ce temps-là, elle me raconte toutes ces histoires. Et un beau jour, je me suis dit, et quand je raconte ça à mes copains, ils me disent, mais tu devrais écrire. J'ai dit, tu sais quoi? Je vais écrire un truc là-dessus, parce qu'il y a tellement de choses à raconter. Et puis c'est la vraie vie, parce que là, c'est pas notre showbiz, c'est pas nos trucs, effectivement, parce que nous, on pourrait faire des bouquins avec tout ce qu'on a vécu, sauf que là, j'aurais 25 procès, si je raconte. Donc maintenant, surtout, au moment du politiquement correct, donc je préfère être dans le roman, quelque part dans la fabulation, parce que tout n'est pas vrai, mais en même temps, il y a beaucoup de vrai. Mais c'est ça qui est fascinant. Je disais quelque chose à quelqu'un un jour, je disais c'est comme le stylo. En fait, vous démarrez un truc et vous êtes étonné que le stylo vous ait conduit à toute autre chose. Votre imagination avec le stylo, ou l'écran, ou le clavier, pardon, vous a entraîné. Et je ne m'attendais pas à certains trucs. Quand j'ai écrit le deuxième roman, l'histoire a pris un tournant complètement différent de celui auquel j'avais pensé au départ, parce que j'ai vécu des choses entre-temps qui pouvaient se rapprocher à ça, mais qui n'étaient pas ça. Et je me suis dit, tiens, je vais changer le personnage et tout. Et c'est passionnant, l'écriture, c'est vraiment... Il y en a qui se délectent avec la peinture. Moi, je suis admiratif de deux genres, c'est la peinture et la musique. C'est-à-dire que les gens qui savent jouer d'un instrument, moi, je rêverais de rencontrer quelqu'un avec qui je partage le reste de ma vie, qui joue du piano ou du violon, etc. Parce que ces gens-là, ils ont un ailleurs. Moi, par exemple, j'ai eu autant j'ai eu une vie professionnelle et amicale qui est très remplie, autant ma vie affective est une véritable catastrophe, parce que soit je tombe sur des groupies et vraiment ça me saoule très rapidement, qui sont là à vous bader, et moi du coup je fais tout pour être non badé. Donc voilà, donc après ils partent gambader, et soit je tombe sur des gens, voilà, c'est pas pour moi. Je veux dire que il faut qu'il y ait quand même soit de l'humour, soit un fond artistique, et surtout un ailleurs. Moi, je suis très impressionné par les gens qui ont un ailleurs, qui sont capables d'être fous, de tout refaire dans la maison, ou d'être pianiste, ou d'être violoniste, ou d'être peintre, ou d'être, je sais pas, de savoir faire des choses. Moi j'ai besoin d'être fasciné par l'autre, et surtout pas qu'on soit fasciné par moi, qu'on aime ce que je fais, tant mieux, c'est toujours mieux, plutôt que d'être bâché, vilipendé, conspué, c'est toujours plus agréable, mais pas que ça ne m'apporte rien. Moi j'ai besoin de sentir que l'autre va m'apporter, sinon c'est un peu comme un vampire, il vous suce. Non, j'ai envie au contraire de me nourrir de l'autre. C'est un partage.
Totalement, et ça se ressent évidemment à travers ta création. Quels sont les auteurs qui t'ont amené vers l'écriture, vers ces écritures de spectacle, ton fameux 3 minutes 30 et tous ces univers d'écriture que tu as exploités, parce que tu crées des personnages aussi. Tu es psychologue et auteur finalement à travers tes rôles. Alors quand les gens me disent, parce que c'est vrai que je suis un moulin à parole, j'ai le verbe facile, j'ai dit attendez, avant, il faut toujours vous rappeler d'une chose, c'est qu'un imitateur c'est quelqu'un qui va choper des voix, donc il est obligé d'écouter et de regarder. Donc je veux dire que je suis peut-être très rapide, mais en attendant, je passe mon temps à écouter. C'est ce qui fait que je peux reproduire des sons, puisque c'est un don, je sais pas, en tout cas une capacité qui m'a été offerte à la naissance. Donc moi je regarde énormément. Pour l'écriture, alors c'est vrai que moi je suis quand même très admiratif par exemple j'étais très admiratif de l'écriture de Jean-François Alain de Guignol, qui a écrit tous les spectacles, notamment de Team Seed. Je suis admiratif, évidemment, comme tout le monde, alors j'étais admiratif plus de Desproges que de Coluche, je le dis très honnêtement, même si Coluche je le trouvais extrêmement pertinent et ça faisait mouche à chaque fois et tout, mais c'était moins que Le Luron et Mabille et Desproges. Et dans la jeune génération, il est plus si jeune puisqu'il a que 10 ans de moins que moi, il y a Pierre Palmade, parce que je trouve que, alors là il est d'une efficacité, que ce soit tous les textes pour Robin ou pour lui, je veux dire où ces pièces, ils s'aiment, se sont aimés, quand même, il est extrêmement efficace. Et aujourd'hui, il y a Gaspard Proust, je trouve très très efficace. Et alors curieusement, il y a des gens où il n'y avait pas beaucoup de textes, mais il y avait une acuité visuelle et un personnage tellement poétique et délirant qui m'ont... Ah, j'ai oublié Sylvie Joly, qui pour moi était voilà. Alors elle, ça a été... Vous me parliez de ceux qui m'ont donné envie. Alors vraiment Sylvie Joly, je suis un fan inconditionnel et tout. Et sur ces personnages, ces artistes sont devenus des personnages à part entière. Je pensais beaucoup à Elie Kakou, qui vraiment... Alors on peut pas parler d'une grande qualité des textes, mais d'abord ça faisait mouche. Ça parlait, et je veux dire, il y avait une telle poésie, une telle fantaisie, je veux dire que c'en était magique. Donc je suis vraiment très sensible à ça. À côté de ça, il y a des gens qui manient, comme De Vos, là c'est une sorte de perfection, où on se régale, une délectation. Moi, je suis très sensible à Gaspard Proust, je trouve un excellent auteur et tout. Il y en a quelques-uns dans la nouvelle génération qui me parlent. Il y a Haroun, très, très brillant, il y a le Comte de Boudherbala, qui est vraiment très, très, très brillant et tout. Mais tout ça, c'est quand même une génération de gens, où vous avez raison d'appuyer là-dessus, c'est le sens du verbe, le sens du mot, le sens de la langue. C'est ciselé, c'est travaillé. Je veux dire, c'est pas n'importe quoi. Alors évidemment, il y a des gens qui sont à hurler de rire, comme Django Edwards, etc. Il n'y a pas de mots, etc. Mais ce sont des personnages, je veux dire. Mais à côté de ça, moi, je suis quand même très sensible, comme je vous le disais, Sylvie Joly, Zouk, des gens qui m'ont quand même marqué par la qualité des textes. Moi, je suis très très admiratif. Moi, je suis un petit auteur. Je fais mouche parce que j'ai des parodies très incisives. Et ma plus belle histoire d'amour, c'est Mou. Et ça, vous savez quoi, je l'ai trouvé marrant. J'ai dit, je peux pas faire ça, c'est un final. Une belle histoire d'amour, c'est Mou. Et ça me fait hurler de rire. Tu peux pas, c'est le final. Je dis, oh oui, mais c'est drôle. Ça t'a dit, c'est éclaté. C'est vrai, il y a des choses très... J'accouche dans le noir sur En rouge et noir, ou ma courge est noire, ta courge est noire. Vous avez écrit des horreurs, j'ai cité. Par exemple, j'ai rajouté un bout de semelle sur j'ai attrapé un coup de soleil à propos de la... Il y a Nilda Fernandez un jour qui m'avait incendié, elle me dit écoute, si tu veux écrire un drôle, je dis demande-moi, elle me dit parce que j'ai pas trouvé ça très drôle, où que l'on aille, il n'y a pas ma taille. Mais moi, ça me faisait rire, c'est d'une cruauté sans nom, et en plus j'adorais, j'allais voir un spectacle de Nilda Fernandez pour qui j'avais une vénération. Mais j'aimais bien. Mais c'est vrai que c'était Dégueuler en paix sur Déjeuner en paix. Ça a fait rire Stéphane Echer. Mais en revanche, Richard Cocciante, j'ai rajouté un bout de semelle sous mes talons, une talonnette. J'ai vu la gueule qu'il a fait. C'était chez Drucker et il m'a pas adressé la parole. C'est compliqué parce qu'il y en a qui ont plein d'humour. Vous savez, quand j'ai fait pour la première fois, un 14 février 89, j'étais encore prof, je fais Champs-Élysées et je fais Véronique Sanson qui vient me voir après, qui me dit c'est moi. Et je lui dis bon, quand on trouve un angle, on le fait, etc. Elle me dit mais c'est terrifiant. Et elle est partie. Et je suis resté quoi ? Je suis resté hébété parce que
le propos n'était pas comment dirais-je, de vexer, d'humilier, de rabaisser. Une admiration sans borne. Je veux dire, il y a Marie-Paul Bell, Véronique Sanson, Croisy, Barbara, qui sont pour moi des divas. Il y a Emilva qui vient de mourir et tout. Mais vraiment, puis en plus, j'aime plus, entre parenthèses, les chanteuses peut-être que les chanteurs. Donc je suis vraiment fasciné. Et quand je l'ai vu partir d'un coup, c'était effrayant. Elle est partie. Mais nous, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est que pour le plaisir d'un bon mot, on tuerait père et mère, donc c'est marrant, mais c'est... Ah, mais c'est pour notre plus grand plaisir. J'ai fait sur j'ai fait Anaïm Kita pour mieux faire la Java, c'est son mari, etc. Elle s'est bidonnée, j'ai dit, mais moi j'étais blême quand je suis passé chez Sevran, elle dit, et puis alors on va vous faire une surprise, je chante ma connerie, elle dit, et voici Georgette Plana. Je dis, quand même. Il quitta pour mieux faire la Java, ce pervers, ce bébé. Et alors j'étais là, et elle se bidonnait, elle me dit, mais qu'est-ce que je vous aime. Elle m'a téléphoné après, un jour, elle m'a dit, je peux venir vous voir au spectacle. Je dis, avec grand plaisir, je suis devenu très copain avec elle. Mais ceci pour vous dire, mais des fois, si on se pose simplement la question de savoir le ressenti en face de la personne imitée, on fait plus rien, je veux dire, moi c'est pas gentil, c'est vrai que c'est un peu cruel, c'est comme Gérard me fait beaucoup rire, c'est très violent, je reproche juste son côté un peu, pour parler vulgaire, bite couille poil, c'est assez vulgose, qu'il n'est pas, mais qu'il revendique, et ça je trouve ça un peu, quand il fait répéter à 5000 personnes au Palais des Sports, « Faut enculer le bélier !» J'ai dit, il y a des choses, je sais pas que j'aurais, elle me dit, « Oh mais toi t'es une chochotte !» Je suis pas une chochotte, je vois pas l'utilité, parce que là on va racler un peu ce qu'on a de plus bas, et c'est pas forcément ce qu'il y a de plus chic. Moi, c'est ce que j'aimais bien chez Le Luron, c'est que je trouvais qu'il y avait... Moi, j'aime l'idée d'être un comique élégant. Et je trouvais que Le Luron, pour le coup, était un comique élégant. De même on n'en a pas parlé, mais que la tenue sur scène. Je disais aux jeunes comédiens qui arrivent en basket, etc., on a l'impression qu'ils sortent de chez eux, je dis, même Coluche, il portait un nez rouge et il avait une salopette, c'était un costume de scène. Bedos a toujours été respectueux de son public, était en costume, noir et blanc, enfin on a tous, Romanoff, elle a un costume de scène, elle est en rouge, etc. J'ai dit, il y a toujours, et il y a des gens qu'on repère, la preuve, Romanoff c'est en rouge, etc. D'autres se disent, ah bah oui, c'est comme Gilbert Bécaud, c'était la cravate à poil. Il y a toujours un petit truc qui fait qu'on sait que c'est lui, et je dis, moi, le côté, on s'en fout du public, on sort de chez soi, on va dire 2-3 conneries, comme si on était dans une scène ouverte. Quand les gens payent, qu'ils viennent vous voir au théâtre, je veux dire qu'il y a une sorte de respect. Moi, je sais que... Je vais raconter une anecdote. Un jour, j'ai fait un spectacle en prison. Il y avait... le type nous avait pris, on était 4. Il y avait Bigard, il y avait Raphaël Mesrahi, et le directeur m'a appelé le lendemain en me disant, vous savez que vous avez énormément plu aux prisonniers, c'est même vous qui avez le plus plu. J'ai dit, attendez, il y a quand même Bigard, Mesrahi et tout. Enfin, je veux dire, c'est quand même pas c'est des pointures. Il dit non, mais ils ont été extrêmement surpris que vous preniez votre temps et que vous changiez de costume, parce que les autres, ils ont fait ça, ils étaient en jean basket, devant les gens, ils balançaient les vannes et tout. Et il m'a dit, ils ont été extrêmement... il a dit, allez, quand même, la classe. Il a dit, le mec, il est parti, etc. On l'a annoncé dans 5 minutes, Patrick Adler et tout. Ils m'ont vu arriver, je les ai salués et tout. Je suis passé donc, il y avait une sorte de paravent et tout. Et là, je me suis habillé, je suis mis en costume. C'est important, je veux dire. C'est grâce à eux qu'on est là. Même si c'est un spectacle gratuit, comme c'était le cas pour les prisonniers, les gens qui étaient incarcérés. Mais même ça, il faut du respect. Il faut du respect. Le public, c'est le respect. Si vous voulez transmettre, faut pas sinon vous faites ça contre un mur, vous faites de la... Moi je déteste le streaming, moi je peux pas, je suis pas client de ces trucs-là. Les gens payent 10 balles, ils sont chez eux et puis ils vous regardent faire un spectacle. On m'a proposé il y a un mois de faire un streaming en Bretagne, on m'a dit vous mettez tout à disposition des techniciens, vous verrez, il y a de très belles lights, il y a de très bons sons. Et moi, j'ai besoin d'être avec le public. J'ai besoin d'un point d'appui. Je veux dire, c'est pas ma fragilité, c'est que mon spectacle il est basé sur ça. C'est pas qu'un spectacle d'imitation, c'est un spectacle où il y a du texte, où j'attends du répondant. Et je dis, puis en plus de ça, je n'aime rien tant que sortir du cadre. Parce que quelqu'un se gratte le nez, je vais faire un truc sur la tirade des nez, etc. Dire, qu'est-ce qui s'est passé avec ce nez? Alors évidemment, le souffle est passé par le naseau droit, etc. Et je me mets il y a une femme, un jour, j'ai fait 10 minutes sur ses cheveux, elle avait les cheveux orange, elle travaillait chez Orange. Ça m'a tellement amusé et du coup j'ai
On est parti sur le portable, etc. Et on s'est amusé avec le public. Et il y a même des spectacles. Je vais vous dire, j'étais passé à Brides-les-Bains et le journal titrait le lendemain « Fabuleux Patrick Adler, sa meilleure prestation était quand il était en roue libre ». Déjà, je faisais la gueule, je me suis dit « Qu'est-ce que vous emmerdez à prendre des cours de chant, à écrire des textes, etc. » Sauf qu'à un moment, il y avait des gens qui arrivaient, ou plutôt qui partaient, et on aurait dit, comme on était dans une ville de Cure, des facochères en train de rechercher un point d'eau. Et j'allais, vous allez chercher le gobelet, etc. Du coup, je suis parti sur les facochères qui cherchaient un point d'eau. Et le maire, après, qui en a pris plein les naseaux aussi. Et donc, le journal n'a titré que sur ça. Il a dit, mais il est parti en improvisation. Il dit, mais là, c'était un moment, comme si c'était une mouche volait. Et il a dit, mais c'était extraordinaire. Il n'a même pas parlé du spectacle et du reste. Et je me dis des fois, mais c'est ce qui fait qu'on arrive à avoir cet échange, qui fait qu'à un moment tout s'arrête, on sort du cadre, un petit peu comme dans la rose pourpre du Caire, et là on se délecte, on est dans un monde imaginaire, et pourtant il y a du réel, puisqu'il y a des gens qui sont là, et là on leur parle différemment et tout. Et du coup ça fait sens. Quand vous parlez alors je sais pas si ça s'appelle du charisme, en tout cas par l'échange, il y a des espèces de vibrations qui doivent être envoyées, que les gens réceptionnent, et du coup ça fait que les gens reviennent parce qu'ils se disent il m'a parlé, enfin ou je l'ai senti. Jean-Luc Moreau m'enseignait un jour un truc, il dit mais il y a un truc qui est formidable sur scène quand on arrive, c'est que quand tu es dans la vie, etc. Là je suis assis, je suis pas très intéressant. Je suis sur une scène, je suis intéressant parce que les gens, il va rien se passer, par exemple, pendant 30 secondes, je vais rien faire, mais ils vont tout décrypter. Un mouvement de nez, un mouvement de bouche, un regard qui va ailleurs, etc. On va se dire, qu'est-ce qui se passe? On est intéressant, c'est-à-dire digne d'intérêt. Et c'est exactement ça. Le spectacle, faut pas oublier que vous êtes le point central, mais que le public, il est là, etc. Faut rien laisser passer. Comme dirait Arletty, c'est pour vieille pute qu'on apprend à faire des passes. Et ben, je peux vous dire que le vieux singe, il voit quand il y a quelqu'un qui, au fond, allume son portable, etc., ou répond à un truc comme ça. Moi, je vois tout. Un peu comme du temps où j'étais prof, les élèves disaient « Arrête, on peut pas pomper avec lui, putain, il est là, il passe derrière et tout. » Et moi, j'ai acquis cette acuité visuelle et en même temps, comme je joue avec le public, je veux dire, faut pas que... Là, mais des fois, je m'arrête, vous savez, un jour, je me rappelle que c'était à l'Olympia, il y avait un type vieux au deuxième rang qui dormait, je disais « Monsieur, etc. » Le type se réveille pas, etc. Puis les gens commençaient à rigoler. Je descends carrément les marches, etc. Je dis « Qu'est-ce qui s'est passé ?» On s'ennuie, etc. Et du coup, le type s'est réveillé et tout, ça fait rire tout le monde, je suis remonté et tout. On voit tout. Le spectacle, c'est un échange. Si on n'a pas envie de transmettre, si on n'a pas envie que ce soit un échange, moi, je ne peux pas déballer mon texte et prendre l'oseille et tire-toi. C'est impossible. J'ai vu un jour une comédienne que j'aime beaucoup, Armelle, mais que j'ai flingué à l'époque. Elle était sur un festival, je me rappelle, je crois que c'était à Saint-Raphaël. Elle a vu qu'il y avait des gens, alors effectivement, en plus de ça, en première partie, il y avait des jeunes talents, des jeunes pousses qui allaient, comment dirais-je, devenir peut-être... et la preuve, c'est que Guillermo Guise était de cela et on avait été très impressionnés. Et il y avait Jérémy Gréville aussi. Et donc, elle arrive, elle fait son spectacle en vedette. Et Armelle, c'est pas le genre de nana qui attend les rires. Et du coup, elle a tout débité d'une traite et c'était assez décevant. Je l'ai vu bien après où effectivement elle a, je dirais pas progressé, mais elle a compris qu'il fallait un échange. Et j'ai trouvé ça violent, quoi. Je veux dire, on n'est pas... ce qu'elle fait très bien, c'est très professionnel, mais c'est... Je veux dire que c'est dur, je veux dire, de ne pas sentir qu'il y a un échange. J'ai une grande copine qui s'appelle Marie-Paul Bell, que vous connaissez forcément. Marie-Paul, elle est capable de s'arrêter au piano, elle raconte une anecdote, elle reprend, et elle est joyeuse. Dans la vie, c'est une catastrophe. C'est une femme extrêmement timide, timorée, qui s'excuse d'être là, qui est d'une gentillesse sans nom, qui n'ose pas, etc. Tu crois que, etc. Moi, j'ai fait des croisières avec elle, je dis, c'était un boulet, il fallait la traîner, parce qu'elle puis t'as vu ce que tu lui as dit, etc. Et alors sur scène, mais elle est transfigurée. Elle rit avec les gens, elle invective, elle peut balancer une vanne, elle ose des trucs qu'elle ne fait pas. Il y a un échange. Je suis allé voir Nicole Croisy, qui est juste formidable, qui est une artiste majeure, mais tout est au cordeau à l'américaine.
C'est-à-dire que je l'ai vu 2 fois au théâtre de 10 heures à l'époque, et j'ai dit à son producteur, qui m'ennuie. J'adore Nicole, je suis fan total en plus de la voix et tout, enfin bref. Puis ancienne danseuse, donc on voit la chorégraphe, on voit la danseuse, on voit l'exactitude, le regard à tel moment, etc. Le truc, la lumière qu'elle prend comme ça, elle est parfaite et tout. Mais c'était le même spectacle. Ça n'avait pas varié d'un iota. Et moi, je n'aime rien tant que... D'où le succès des grands battleurs comme Bigard. Parce que Bigard, il transpire sur scène, il donne. On n'aime pas, peu importe. Mais le mec, il donne. Ça, on peut pas lui reprocher. Il est généreux. On le fout dehors de la tournée de Var Matin. Hop, il fait les places à 5 €, entre 5 et 10 €. Et il se prend les arènes de Fréjus et hop, il se fait une... Il mouille. Il est excessif à l'image, enfin, on connaît le personnage. Il est aussi généreux, excessif qu'il est odieux et barré de temps en temps. Mais le spectacle, c'est ça, c'est donner. Si les gens viennent pour seulement recevoir, il faut qu'ils fassent un autre métier. Parce que c'est pas une prestation banale. Je veux dire, c'est pas comme si vous refaites une peinture, vous mettez des prises d'électricité, le travail est impeccablement fait, voilà, vous payez, etc. C'est pas ça. Je veux dire, nous, on a dans cet espace-temps qui est de 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie, mais même un quart d'heure ou une demi-heure, si c'est en première partie, il y a un échange. Si l'échange ne se fait pas, moi, je trouve ça catastrophique. Moi, j'ai fait ce métier-là pour échanger. Je transmettais, j'échangeais quand j'étais prof ou quand j'étais éducateur, ou quand j'étais directeur de colo ou moniteur de colo avant, je veux dire que je ne peux pas faire autrement que de faire ça. Je pense que même si j'étais à une caisse enregistreuse dans un supermarché, j'aurais un petit mot pour l'un, etc. Comment ça va En fait, j'aurais toujours quelque chose. Moi, je vois comment je suis avec les commerçants. Mais on vit dans un monde nouveau. Je vous l'accorde, dans lequel j'ai un peu de mal parce que je me dis, si on en est là maintenant à scanner ses propres produits au supermarché, etc., passer là, c'est violent, on n'a pas connu ça. As-tu des rituels d'auteur ? On n'est pas, je vais vous dire pourquoi. Parce que tout le monde s'en était étonné quand j'ai fait l'Olympia en première partie des Vampes et de Ségara. Ils étaient abasourdis parce qu'ils ont tous, alors il y en a qui font leur mantra. Oui. Il y en a qui ont besoin de faire leur respiration dans les loges et tout, et moi je n'ai rien besoin, enfin, j'ai évidemment besoin, j'ai besoin de parler aux gens. Donc, du coup, je parlais aux pompiers de service, j'allais au bar de l'Olympia et tout, ils disaient, tu passes dans 10 minutes. Je suis prêt, je suis habillé. Et si tu te concentres pas et tout, c'est ma forme de concentration et tout, et quand j'ai entendu les premières notes, je suis arrivé comme ça, etc. et tout, et j'ai le micro à la main, et je commençais à chanter en coulisses en arrivant sur scène. Incroyable. C'est ma façon à moi de dramatiser le moment. Je sais que j'ai pas de tic. Si, on peut dire un truc, je me mets toujours du parfum avant de démarrer. Ça, je me parfume systématique. Mais sinon, non, j'ai aucun tic. Tout. J'aimerais bien parce qu'il y a des gens qui se préparent très bien, qui font la voix, qui font les trucs. Moi, je suis un très mauvais élève là-dessus. Mon prof de chant serait pas très content. Et y a-t-il des spectacles ou des moments de spectacle qui t'ont marqué dans tes souvenirs ? Qu'est-ce qui t'a touché particulièrement et fait plaisir, tant qu'à faire ? Alors c'est Barbara, c'est Silence, l'émotion qu'elle traduisait, qui m'ont bouleversé. Il y a un type, Angelo Brandoardi aussi. Et moi j'aime les spectacles je vais pas dire à gros budget, parce que j'ai aussi aimé, par exemple j'ai adoré Marie-Paul Bell au théâtre de 10 heures, avec les lumières de Rouvet-Relis, sur un bouquet de fleurs sur le piano. C'était suffisant et c'était magique. Mais j'ai adoré les comédies musicales. Quand je suis allé à Broadway, et quand je suis allé à Londres, j'ai vu le Fantôme de l'Opéra. Enfin, j'ai dû en voir une dizaine de comédies musicales. J'étais tous les jours... à l'époque, j'étais un peu riche, j'avais un bon budget pour les comédies musicales. J'aime les lumières, le son. J'aime quand il y a du monde sur scène et tout. C'est pour ça, quand je vous disais tout à l'heure que j'avais adoré ces années où j'étais meneur de revue ou maître de cérémonie, j'adorais ça parce que d'abord il y avait du monde autour. Il y avait des danseuses, il y avait un jongleur, il y avait de très belles lumières et du beau son. Ça, c'était magique. Et dans tes spectacles, quels sont les moments de spectacle qui t'ont marqué de ta vie de spectacle, à toi ? C'est toujours la première fois. La première fois que vous montez sur scène, que ce soit au Bataclan de Jazet, etc., le premier jour, c'est un stress terrible. C'est un stress terrible la veille.
1 heure avant, et à partir du 2e jour, tout va bien. Ça a été de tout temps. C'est-à-dire que quand j'étais prof, la rentrée scolaire, mais c'était comme entrer sur scène. J'ai vu ça après, c'est resté. Je disais, pourtant je connaissais, c'était des élèves que j'avais eu l'année d'avant, il y avait peut-être des nouveaux, il y avait peut-être des gens qui étaient partis, mais bon. Et ben malgré tout, j'entrais en disant, allez, on y va. Il y avait une boule au ventre et c'était assez impressionnant. Et ben là, c'est toutes les premières fois, mais que ce soit aussi bien le point virgule que le Palais des Sports avec Ségara ou le Palais des Congrès avec Adamo, ou les Olympiades que j'ai fait et autres salles, c'est toujours cette première fois. Il y a un truc qui est magique dans ce spectacle, c'est que vous jouez votre vie. Vous jouez votre vie. Le premier jour, vous savez que vous allez faire 2 mois ou 3 mois au théâtre. Par exemple, je me rappelle que quand j'ai fait le point virgule en 99, je devais faire 3 mois. J'ai fait 9 mois. C'est une grande salle, une salle de 100 places, mais quand même, il faut y tenir 9 mois, 4 jours par semaine, du mercredi au samedi. Et du coup, vous dites, si je me rate à la première, tout le monde est venu forcément, parce que c'est la première, etc., les gens sont roulés et tout. Après, ça parle. Et donc là, vous donnez tout. Et vous êtes en lambeaux quand vous sortez. Les gens ne s'imaginent pas, il faut relire le paradoxe du comédien de Diderot. En fait, il faut que sur scène, cela apparaisse aux spectateurs comme facile, c'était une évidence. Et vous, c'est un petit peu comme une violoniste qui arrive sur scène, ou un danseur, tu es amoureux des danseurs et des danseuses, et des grands comme Peter Goss, comme Céline Béjart, tout ce que j'ai pu voir à la danse, ou Jean Godin. Et j'ai vraiment, les gens ne s'imaginent pas les efforts, le travail qu'il y a eu en amont pour arriver à ça. Mais nous, notre but, c'est de faire apparaître ce travail-là comme inexistant, comme si c'était facile et tout, parce que les gens sont là pour avoir un peu de rêve, même dans le rire. Les gens s'imaginent pas, par exemple, je pense à mon copain Bafi, au cordeau. Il est d'un chiant pas possible. Je me rappelle Pascal Selem qui me disait, quand on a fait 1h37, alors que la base c'était 1h32, il a dit, vous avez fait 5 minutes, vous avez donc pris des temps de sociétaire pour un truc, et le lendemain, il faudrait qu'on revoie ça, etc. C'était terrible, parce que tellement il est exact et tout. Et lui, ça, moi, si je suis un angoissé, lui, c'est un méga angoissé. En dehors du fait que c'est une passion qu'on veut faire partager, donc on a tout intérêt à être au top pour bien la partager, c'est beaucoup de travail, et c'est pour ça que c'est un art. Mais un art, c'est pas parce que vous avez un bon coup de pinceau que vous devenez un Picasso ou un Velázquez, quoi. Non, je pense que derrière ça, il y a toujours une recherche, toujours une remise en question, toujours le fait que vous y laissez des plumes fatalement, et que vous jouez votre vie à chaque fois. Ah bah c'est pour ça qu'on le fait. C'est pour les émotions. S'il n'y avait pas d'émotion, s'il n'y avait pas de mise en danger, mais à un moment, quand on est comme moi, un peu frondeur, qu'on aime prendre des risques, voilà. C'est sûr que c'est un métier, des hauts, des bas, etc. Si vous n'êtes pas prêt à assumer ça, il faut vraiment faire autre chose, faire un truc sécurisant. Mais moi, cette hyper-sécurité me fait peur. Je comprends totalement. Tu nous as parlé de tes amitiés musicales et artistiques. Quelles sont les personnes, justement, qui t'ont marqué le plus et avec lesquelles peut-être es-tu devenue amie? Tu nous as cité Marie-Paul Bell, mais je suppose qu'il y en a d'autres, de très très beaux artistes ou belles artistes. Oui, j'ai cité Marie-Paul Bell, il y a Chantal Latsou aussi, parce que c'est... Mais Chantal Latsou, on a été unis par un événement tragique, tous les deux. C'est-à-dire que moi j'ai perdu mon frère et elle a perdu son fils. Des choses qui font que ça nous rapproche. En plus, j'aimais bien le personnage qui était complètement barré. Elle a beaucoup morflé, en dehors de ce deuil qui était absolument terrible et insupportable pour une mère. Je me rappelle qu'à l'époque, moi j'étais au sommet presque de ma gloire, et j'étais avec Jimmy Levy qui voulait me produire aussi, et qui parlant de Latsou, disait quand on n'est pas connu à 50 ans, on ne sera jamais. Et Latsou, elle a eu du succès il y a 10 ans. Quoi. Enfin, ça a vraiment commencé il y a 8-10 ans. Quoi. Donc au-delà de 50 ans. Comme quoi, tout est possible. Non, il y a des gens comme ça qui m'ont beaucoup surpris. J'ai bien aimé. Alors c'est assez marrant, c'était une rencontre dans le métro. Je savais même pas qu'ils me connaissaient, et on s'est mis à parler à bâton rompu, c'était avec Benjamin Biolay. Donc j'ai trouvé ça très mignon. Je savais même pas qu'un mec comme ça pu un jour prendre le métro déjà et m'adresser la parole. Moi j'étais très très copain avec Feu Kakou, parce que j'imitais des femmes, donc il trouvait une parentèle imaginaire entre nous. J'ai beaucoup de respect, je le disais pour Palmade. J'aime plein d'artistes, il y a ma grande copine Maëva Pasquali, il y a une nana qui me fait beaucoup rire, qui n'a pas de succès, enfin qui a beaucoup de succès en province, qui est pas très connue à Paris, qui s'appelle Isabelle Parsi. Très très drôle, vraiment. Pour moi, c'est la nouvelle Maillan, mais je comprends pas que. Moi, je lui dis que c'est parce qu'elle est riche et qu'elle a pas faim. Je lui dis il faudrait que tu sois pauvre et que tu aies faim pour qu'elle est assez confortable. Ah si, il y avait comment il s'appelle ce type-là? Jérôme Pradon, comme un grand baryton formidable que j'avais rencontré, alors lui que j'ai suivi très 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 souvent, parce que c'est comme Sarah Brightman. Je suis assez fan de ce truc-là. Mais j'ai pas... Non, c'est vrai. Alors, je suis resté très copain, évidemment, avec les Vampes,
surtout avec Dominique Delacoste, parce que moi j'ai la reconnaissance vivante. Je peux vous dire que faire 20 jours dans l'Olympia, elle a traîné Jimmy Lévy pour me voir en Avignon quand je passais au Cinévox, et qui a dit il pourrait faire la première partie, et du coup j'ai fait 20 jours dans l'Olympia et 97 dates de tournée, c'est-à-dire 14 mois de tournée avec elle, donc merci quand même les ventes, et puis là ça a explosé parce que je faisais toutes les émissions. Non, je suis resté très content. Team Seat, on parlait de gens que j'aime beaucoup, Team Seat, mais il y a beaucoup de gens qui ont été plutôt des gens qui étaient derrière. Par exemple, ça fait presque, on se disait ça l'autre jour avec elle, j'ai presque 35-40 ans que je connais Nicolas Dunoyer de Segonzac, qui est un garçon formidable, qui aujourd'hui a fait le casting de Notre-Dame de Paris et de Starmania. Toujours été derrière. Il a commencé sa carrière lui comme Poppies, comme chanteur dans les Poppies, et aujourd'hui il s'occupe des autres. Et vous savez, moi j'ai gardé mes vrais amis ne sont pas dans le métier, curieusement. Et d'ailleurs j'ai bien fait, parce qu'au moment où j'ai pu, en tout cas ne plus être dans la lumière, enfin en tout cas l'être moins, j'ai pas vu beaucoup de gens, venir à ma rencontre. Et j'étais assez content de me dire que j'étais bien avec mes amis de toujours. Vous voyez, c'est un petit peu comme Paris et la province. Vous voyez, on ne se fait pas de cadeaux, et je pense que le jour où on est content de vous trouver, moi je n'ai eu de cesse de faire de la transmission, de passage de témoin, mais ça n'a pas été le cas inversement. Mais comme j'ai mes amis de 40, 50 ans... En plus de la scène, et grâce à la scène et avec la scène, tu es quelqu'un de très actif, en plus de tes qualités d'auteur. Quelles sont tes passions? Raconte-nous, l'homme. Moi, mes passions, c'est d'abord le sport. Pendant des années, tout le monde m'a connu avec une raquette de tennis. J'étais sans arrêt sur les cours. Je nage pas mal. Je fais du yoga. Donc ça, c'est une de mes premières passions. La deuxième passion, c'est les voyages. Moi, je passe mon temps, mais de toute façon, je suis né avec une valise à la main, j'ai l'impression. Donc, ma passion, ce sont mes amis. Ce sont mes amis, et je n'aime rien tant que de recevoir. J'ai aussi une passion pour la cuisine. Et vous savez, le reste du temps, quand j'ai des loisirs, je vais quoi? Je vais voir mes copains au théâtre. Je vais au cinéma, faire des concerts, sport et cuisine. Je suis un peu un mec de bande, moi. Je suis un mec de bande, j'ai des amis que je fréquente. Je suis pas très doué pour l'amour, par contre, je suis très doué pour l'amitié. Les gens sont pas déçus, je dirais, ils savent que c'est fiabilité 100%, et on n'a pas de mauvaise surprise, je dirais, avec moi, et je me sens peut-être mieux dans... Pourtant, j'ai pas besoin d'être protégé, mais en revanche, j'aime bien le monde. J'aime bien le monde. Mais j'aime aussi ma solitude, être en train de regarder la télé ou en train de bouquiner. Ça, j'aime vraiment ça aussi. Mais le couple, ça reste vraiment inédit. Je suis un enfant placé à la DAS à l'âge de 12 ans. Je suis un enfant divorcé. Donc, c'est clair que moi-même, j'ai quand même quelques écueils dans mes passions amoureuses. Donc maintenant, en avançant, l'âge avançant, c'est vrai que je suis... c'est un petit peu comme Emmanuel Berle et Mireille. Ils habitaient sur le même palier, quoi. Moi, j'aime bien cette idée-là du syndrome de l'hôtesse de l'air. C'est-à-dire qu'on se retrouve, on est toujours content de se retrouver parce que c'est passé 4 jours. J'avais des copines qui avaient une expression formidable qui n'était pas très élégante. Elle disait, quand elle parlait de son mari, elle me dit « Ah, tu comprends, le jambon, c'est bon, le jambon tous les jours, c'est lourd. » Et je lui disais « Mais je comprends bien. » Parce que cette forme de vie un peu prosaïque, monotone, monocorde et tout, au bout d'un moment, c'est un peu chiant. Ah, j'adore. J'avoue que je passe un excellent moment. Quels sont tes projets d'écriture, de spectacle? Raconte-nous tous tes secrets. Alors, mes secrets, écoutez, ils sont au nombre de 3. Quand j'ai vu que le confinement, allait peut-être perdurer, je me suis mis tout de suite à la tâche. C'est la raison pour laquelle j'ai écrit 2 pièces, ça s'appelle l'une La vengeance de Blanche-Neige. Alors, j'ai écrit une première pièce, ça s'appelait Blanche-Neige et 7 en nains, parce que, en fait, le personnage qui faisait tous les nains, c'était donc un 7 en nains. Je l'avais écrite pour Magloire. Je l'avais demandé très élégamment. Et Magloire, un beau jour, on m'envoie un podcast de manière insidieuse. Et après, à la fin du podcast, j'entends Magloire qui dit, et l'animateur lui dit, mais vous verrez bien sur scène. Il dit, justement, j'ai trouvé un auteur et je pensais qu'il parlait de moi. Et enfin, il a quand même dit un jeune auteur. Je dis, bon, c'est gentil. Et il dit, et en fait, je vais vous annoncer que je vais coécrire avec lui mon premier one-man show. Et je lui ai envoyé un mail cinglant en lui souhaitant bon courage. J'avais écrit une pièce, et voilà. Bon, bref. Du coup, j'ai changé mon fusil d'épaule. J'ai écrit une autre pièce pour quelqu'un d'autre. Donc, qui va être mise en scène par Jean-Luc Moreau, toujours. Et on attend un producteur. Et on attend de revoir le casting parce qu'il faut, maintenant, vous n'êtes pas sans le savoir, donc il faut une tête d'affiche. Parce que Maëva Pasquali, qui joue dans Clem, n'est pas une tête d'affiche. Moi, je ne suis pas une tête d'affiche. On est ce qu'on a. Je lui ai dit l'autre jour, faut être clair, on est des seconds couteaux. J'ai dit pour le rôle de 7 en 1, il me faut quelqu'un qui soit connu. Et peut-être que moi-même, je ne jouerai que le présentateur-producteur et pas forcément la reine, que je verrais bien voir jouer par Andrea Ferréol et plein d'autres. Je suis en train de réfléchir au casting. Pour l'instant, on n'en est pas là.
Les producteurs ayant tous dit, vous nous laissez faire déjà les tournées qu'on a à faire, après on verra ça. Mais c'est vrai qu'il faut quand même que j'annonce, quand je vais envoyer la pièce aux productions, qui je vais avoir. Parce que c'est la première chose qu'on va me demander, tu comptes la jouer avec qui? Là, c'est plus compliqué, parce que je pense à Terence Tell, parce qu'il est très grand, il fait 1m92 et qu'il est très beau, et qu'il est en plus facétieux, et il m'a fait dire qu'il ne pouvait pas être libre pour le théâtre, étant donné qu'il joue dans Demain nous appartient, donc il a beaucoup de choses à faire. Non, puis je crois qu'il va refaire Koh-Lanta, enfin un truc comme ça, All Stars, hein, donc il a beaucoup de projets qui seraient incompatibles, même si c'est dans un an ou plus, quoi. Mais bon, voilà. Donc j'ai écrit ça, j'ai écrit un deuxième roman qui s'appelle Tout donner, pendant ce temps-là, et j'ai écrit une autre pièce qui s'appelle Le petit chaperon voix rouge, un truc assez baroque et rigolo, et j'ai écrit, et là je suis en train de commencer un truc qui s'appelle Les Dames du potager. C'est magnifique. Donc du coup j'ai écrit, je suis prêt, et là je suis en train de penser à un spectacle, et quand je voulais boucler la boucle avec tous ces gens qui disent, ah mais c'est le mec qui fait les voix de femmes, etc. Ah mais vous faites pas mal de voix d'hommes. Mais je dis, mais je fais également mon gamin, je fais Benoît Poulbert. Donc je fais aussi des voix de mecs. Mais du coup j'ai dit, bah tiens, on va appeler ça Il et Elle. Il E-S-T, Elle, au pluriel. J'ai dit c'est pas mal, parce que comme on parle sans arrêt des femmes, j'ai dit bah, écoute, je vais faire un spectacle sur les voix de femmes, et puis j'ai toujours un spectacle en cours qui est une sorte de tour du monde en 80 voix, qui s'appelle Adler en voix, qui a été joué depuis 3 ans, et j'attends juste le moment où je vais pouvoir le reprendre. Et j'aimerais bien, parce que j'avais proposé ça alors j'avais eu 2 idées. La première, c'était de reprendre les éléments de la classe, de l'emblématique classe, d'appeler ça par exemple les redoublants. Et il y en a plein d'entre nous, enfin, sauf Bézu qui est décédé, Pompon, Blaise, etc. Enfin, plein de gens. La Gaffe qui ne reviendrait pas, évidemment, c'est pas du tout sa cam. Mais même Bigard avec du coup, ça pourrait être marrant. Alors, faut voir au niveau du budget, mais il y a plein de gens de la classe qui sont prêts à la refaire. Moi, j'aimerais bien faire un truc choral, un truc collectif. Et le deuxième projet que j'avais, c'est de faire un truc avec Comme moi j'étais assez spécialisé dans les artistes des années 90 ou fin 80, j'ai dit ça serait bien de faire des plateaux où je serais à la fois présentateur, animateur, imitateur, tout comme ça. Ça m'éclaterait, ça c'est un truc que je me vois bien faire avec Yann Egout, parce qu'il les fait beaucoup tourner, et c'est vrai que ça me plairait beaucoup. Ça m'enchante. Mais vous savez, j'ai plein de spectacles de près. J'en ai un qui s'appelle Les Lyricomiques, où je suis... en fait, l'intrigue, elle est très simple, c'est que je dois faire un travail d'intérêt collectif, et on me demande d'arrêter la variété et de faire des imitations et de faire du lyrique. Et du coup, il est écrit. Je devais le faire avec un type qui s'appelle Roberto Dolbia, qui était juste un mec génial, sauf que c'est un mec extrêmement perso, et qu'au bout de 3 répétitions, sur 4 mois, parce qu'il n'arrivait jamais à placer une répétition, il avait sa fille à garder, il avait machin. J'écoute, ça le fera pas, c'est pas possible, je ne peux pas travailler comme ça et tout. Donc là, je vais regarder pour voir si je peux pas le faire avec... Alors lui, il a un tag qui est formidable, qui s'appelle Piano Paradisio, qui s'appelle Alain Bernard, qui est l'ancien pianiste de Smaïn. Mais il me faudrait quelqu'un qui soit capable de chanter soit accompagné au piano, un peu comme De Vos, quoi, parce que c'est un De Vos, c'est son pianiste, c'est un faire-valoir, mais un faire-valoir qui chante quand même. Et je sais que lui, il chante, mais il chante pas forcément du lyrique. Donc c'est vrai que j'aurais préféré quelqu'un qui sache chanter du lyrique pour faire ça. Donc ça s'appelle Les Lyricomiques. J'ai, à la demande, j'ai des munitions pour partir en guerre. Plein de spectacles, et moi j'ai été très impressionnée en découvrant ton parcours récent. Tu chantes du lyrique, tu es un ténor, tu es accompagné d'une chanteuse lyrique sur scène, et en même temps c'est très moderne, c'est très accessible. Ouais. Raconte-nous un peu c'est les grands airs de comédie musicale. Enfin, Vio per lei, c'est Bocelli, et le fantôme de l'opéra, effectivement, c'est Lloyd Webber, donc c'est de la comédie musicale. Mais c'est des grands beaux chants, et moi je n'aime rien tant que de faire ça. J'aurais adoré, c'est ce que je disais à Nicolas l'autre jour, j'ai dit, vu mon âge, je peux faire que 0 janvier, bon, c'est peut-être pas la meilleure. Moi, je dis pas que j'aurais aimé faire Ziggy ou Johnny Roquefort, mais c'est vrai que. Mais j'aime bien le bel canto. J'aime bien le bel canto, je trouve ça beau, j'aime le chant. Le chant, c'est de l'émotion, le chant, ça vous porte. C'est magique. Moi, j'aurais beaucoup de mal à faire un spectacle sans chanter. C'est vraiment un truc qui me porte. À écrire des chansons. Moi, c'est une question qui me titille parce que... Parce que moi, je n'ai jamais été qu'un persifleur, donc j'en ai écrit un pour un jeune chanteur qui m'en a demandé une, qui s'appelle Je ne saurais jamais, donc j'ai écrit ça pour la première fois, j'ai écrit ça sur
Ça lui a plu. Enfin, je l'ai refait 3 fois, mais bon, finalement, ça m'a pas pris beaucoup de temps. C'est vrai que j'ai eu l'idée. C'est l'histoire d'un type qui peut pas avoir d'enfant. Ça s'appelle Je ne saurais jamais. Donc j'ai écrit un texte assez sensible. C'est-à-dire que comme moi je triture, mon kiff c'était de changer les mots. Donc c'est pour ça que je suis imitateur parodiste. Donc c'est comme ça, c'est ta courge est noire, etc. Sur un rouge et noir, c'est ce genre de bêtises. Ça c'est pour moi, je prends les trucs que je trouve, voilà, on dit celle-là, ça y est, vous ne l'avez pas encore faite. Voilà. Mais c'est vrai que j'ai pas pensé à messieurs. En revanche, interpréter des grands airs, oui, je suis prêt, ou interpréter des chansons, je suis prêt. Je suis prêt parce que même Nicolas m'a dit, ça serait marrant, mais j'ai dit, mais je le fais. Ils viennent de sauver Amel Bent, à sauver une nana qui a une très belle voix, la québécoise, qui a une voix sublime, qui a 47 ans, et disait on vous sauve parce que personne ne vous sauvera. Et maintenant, mais on est déjà, moi je suis déjà dans la charrette qui va nous conduire à la fosse commune. C'est effrayant. Quand vous annoncez votre âge, je dis prenez votre retraite, en gros on vous dit ça quoi. Alors pour jouer au théâtre, au cinéma ou sur scène, oui. Aimerais-tu partager un jour la scène et avec qui? Ah oui, je l'ai proposé 20 fois. J'ai proposé 20 fois parce que quand je parlais tout à l'heure de collectif, moi je partagerais très volontiers la scène avec une chanteuse ou avec une autre humoriste. Quand on a eu le succès, quand on a été célèbre, moi j'ai plus d'ego, j'ai plus de problème d'ego. J'ai pu en avoir à une époque parce que évidemment c'était assez grisant. Mais maintenant que je sais ce que c'est que la vie et ce métier-là, j'ai pas de soucis. Mais est-ce qu'ils viendront ou est-ce qu'elles viendront? Je ne sais pas. Moi, si quelqu'un me propose, je dirais. J'ai souvent proposé ça, mais une fois que les gens sont arrivés, c'est un peu compliqué. Je pense à Chantal là-dessous, notamment et tout. C'est-à-dire que c'est non, parce que là, je suis sur un truc, etc. C'est pour ça, c'est la raison pour laquelle j'ai écrit des pièces pour être avec d'autres. C'est pour être avec d'autres parce que moi, j'ai plus l'état. Et d'ailleurs, c'est ce que je disais à Jean-Luc Moreau. Mais s'il faut des têtes d'affiche et que moi je ne fasse pas le rôle de la reine dans Blanche-Neige, je dis mais alors là j'ai aucun état d'âme. Je dis ça serait quand même dommage que comme t'es imitateur, tu t'as sur les 4 passages où la reine se transforme, etc. C'est génial. Je dis oui, mais s'il y a quelqu'un de mieux, j'ai pas d'état d'âme. Je suis plus sur ce truc-là. Là, le grand avantage de repartir, de redémarrer, d'être à nouveau médiatisé, c'est quand on a le choix. Ça, c'est le grand avantage. D'abord, on gagne un peu plus d'argent parce que les gens se disent « Ah oui, mais ces gens ont vu à la télé ». Parce qu'on est encore sur ce paradigme. Mais en même temps, c'est surtout le fait qu'on a le choix. C'est ce qu'expliquait justement François Berlin. On lui disait « Maintenant, l'avantage, c'est que avant je prenais tout. Maintenant, je dis ça, j'en veux pas, ça, j'en veux pas, ça, j'en veux pas ». Ça, c'est vachement bien. Mais pour travailler... moi, je suis un garçon du collectif. J'ai démarré en foyer. J'ai continué en étant pion. Puis prof, puis animateur de colo, directeur de colo, donc je suis dans le collectif. Mes plus gros succès, ça a été en collectif. La classe, Rien à cirer, Les bons génies et les têtes de vainqueurs et Ménibus. C'est quand on voyait avec à plusieurs. Et peut-être que tout seul, j'aurais pas percé aussi bien que si j'avais pas été drainé par une équipe qui était une équipe de tueurs et hyper efficace comme Rien à cirer ou la classe ou les bons génies. Ça c'est clair que je me suis fait la réflexion un jour, c'est marrant quand j'ai voulu faire des trucs tout seul, c'est pareil, j'adorerais animer une émission pour transmettre, pour être passeur de micro. Alors je n'ai aucun état d'âme. Comme vous voyez, je suis très bavard, mais à côté de ça, quand il m'a été proposé d'animer des trucs, mais moi, c'est écouter les gens, raconter leurs histoires, etc. Je te nourris, c'est formidable. J'ai aucun état d'âme. Radio, moi de toute façon, je suis avide de tout, mais pas avide au sens de alors, vous m'appelez. Non, on me propose, je ne suis pas contre. Et c'est ce que j'aime dans ton parcours. Je regarde ton parcours avec cette extrême élégance que tu as. C'est vraiment la force de ton destin. Si je paraphrasais Verdi, la force du destin, évidemment. Et tu as été à l'encontre, finalement, d'une prédestination. Et tu es allé contre vent et marée, tu es arrivé. C'est ça aussi, le bilan de tout. Ça m'a coûté cher parce que je serais peut-être aujourd'hui un Gad Elmaleh. C'est-à-dire qu'il y aurait peut-être une aura qui serait beaucoup plus forte et tout. Mais je ne regrette rien. Je ne me penche pas sur mon passé en ayant des remords ou des regrets. Et que c'était bien, et que j'en ai tiré un grand parti, et que j'en ai tiré un grand profit, et que j'ai trouvé ça très agréable, toutes ces expériences,
meneur de revue, auteur, chroniqueur, acteur, comédien dans des pièces, imitateur. Bah oui, je suis couteau suisse, voilà. Je trouve que ça a du panache néanmoins, parce que tu es parti vraiment finalement de ta vie, de ta vie de jeune garçon finalement. Et puis tu t'es élevé, tu as passé des diplômes, tu es devenu prof, et de prof tu nages dans le grand bain du show business, et aujourd'hui tu es encore là avec une façon d'écrire, des pièces, des projets, des romans, du lyrique. Tu proposes un panel de propositions de choix et de contenu absolument extraordinaire, et avec un talent d'écriture tout aussi extraordinaire. C'est mon analyse. C'est ce qui nous sauve, parce que les gens qui n'écrivent pas, le problème c'est qu'ils sont sujets, ils sont tributaires des autres, de ceux qui veulent bien écrire pour eux. Alors que, vous savez, j'ai rencontré un jour Josiane Balasco qui est comme moi du 15 avril. Un jour, elle me dit, c'est vous qui faites des... Ah ça y est, je vois. Faites des voix de femmes, etc. Vous êtes imitateurs, vous nous faisiez tous, toute l'équipe de ZZ, machin, etc. Elle me dit, ouais, ça y est, je vois qui vous êtes. Vous devenez quoi? Je dis, c'est un peu compliqué en ce moment, c'est pas simple, c'était il y a 5 ans. Et elle me dit, mais vous écrivez? Je dis, ah bah oui, j'écris. Elle me dit, vous attendez quoi? Et elle me dit comme ça, mais presque menaçante, avec son air arrogant, comme elle sait bien faire, elle dit, attendez qu'on vous donne du boulot? Et vous rêvez, mon vieux? Des années de métier. Vous les attendez encore? Elle me dit, mais moi j'étais dans une mer de noire. Après, tout le monde parle du Père Noël est une ordure. Bah oui, mais ça, à un moment, ça s'est arrêté. Elle dit, puis moi, j'avais rien, j'avais une fille à nourrir. Elle me dit, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, j'ai écrit Nuit d'ivresse. Coup de bol, ça a été un gros succès. Ça m'a rempli les poches. J'ai pu élever ma gamine pendant des années avec ça. Et après, ma carrière est repartie. Mais elle me dit, ne comptez jamais sur les autres. Ne comptez pas sur un producteur, un machin. Tous des cons. Enfin bref, elle est partie sur de violentes philippiques à l'encontre des prods, des machins et tout, de ce métier. Et je repense toujours à elle. Je me dis, ben, c'est toi le ciel et compte pas sur les autres et tout. Alors c'est vrai, le seul regret que je peux avoir, et je le dis toujours parce que j'ai pas peur de le dire, c'est que j'ai été produit par un très grand producteur qui s'appelait Gérard Louvain. Et en fait, j'ai fait beaucoup de galas avec lui. Et au bout de 4 mois, il m'a dit, mais t'en es où ton nouveau spectacle? Il faudrait déjà que j'ai le temps de l'écrire, je 10 galas par mois. Il m'a dit, t'as le week-end. Et j'ai écrit une merde. Parce que j'ai pas pris le temps de... Et il m'a dit, bah écoute, démerde-toi et tout. Et donc, et des années après, je lui disais, ça sera mon seul regret dans ce métier, c'est de t'avoir loupé. J'étais con, parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, je serai au firmament, mais ou pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, je l'ai pas écouté, il trouvait que je faisais des imitations, il me dit, fais du sociétal, fais du politique, et je dis, non, je fais pas de politique, les autres imitent parfaitement les hommes politiques. Il me dit, t'es pas forcé de les imiter, tu peux faire des trucs en rapport à la vie qu'on vit, au sociétal. Il m'a dit, tu fais que de la parodie pour la parodie, et tout. Et il n'est pas tort, parce qu'aujourd'hui, je parle de tout, etc. Bon, les parodies arrivent après, mais je l'ai pas écouté. J'étais peut-être une tête de mule à l'époque, en bon breton, et ça, c'est vrai que je sais pas faire. Je sais pas m'occuper de moi. Donc c'est la raison pour laquelle moi, avoir un manager ou un producteur, mais moi je baigne dans le bonheur, parce que d'abord je suis à l'écoute, surtout maintenant avec les 30 années que j'ai, parce qu'on pourrait croire qu'on a des certitudes. Moi je suis quelqu'un, alors moi je me méfie des gens qui ont des certitudes, moi j'en ai aucune à mon âge. Mais vous êtes des grands malins pour avoir des certitudes, moi j'en ai pas. C'est pas ce métier-là est plein de surprises, alors j'ai pas de certitude. Et d'abord on se repose un peu sur quelqu'un, parce qu'à un moment, moi j'ai beau être un sportif, j'ai avoir des épaules, je dirais non, c'est fatigant, j'ai envie d'être tout seul pour s'occuper de tout. Donc c'est pour ça que moi, me laisser bercer par quelqu'un qui, je vais pas dire conduit ma carrière, mais dit, tu penses qu'on devrait faire ça? Tiens, je te proposerais bien de faire ça, comme ça. Et là je vais écouter, je vais dire, ah ouais, qu'est-ce que t'en penses? Ben, on essaye, hein, en attendant la mort, comme disaient des proches. En attendant, on a toute la vie. C'est ça. Et ce que j'aime particulièrement à ta décharge, que je trouve que tu es un parfait bourreau envers toi-même quand tu dis que tu es cinglant et caustique et tous ces adjectifs. Je trouve que dans ton écriture, il y a une infinie tendresse. Et je trouve que c'est ce qui te caractérise. Il y a ce côté caustique, mais tendrement caustique. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que je dis toujours que, comme je l'ai dit tout à l'heure, que pour le plaisir d'un bon mot, tu répètes la mer, mais moi je suis coquin, je suis taquin. Je suis un moustique, pas une migale qui va vous piquer à mort. Je suis un moustique, moi je pas tellement mal. Bon, c'est vrai que ça, sur le coup, ça surprend, mais je suis pas une vipère. Enfin, je vais pas dire que je m'excuse enfin, des fois, ça me fait de la peine quand je fais de la peine à quelqu'un, mais alors des fois, je me dis, mais les gens me connaissent, ils savent que je suis comme ça, que je balance de la vanne, que, allez, on me tend une perche, là, je m'engouffre là-dedans et
et je la prends la perche. Mais non, bien sûr, j'ai beaucoup de... D'abord parce que à partir du moment où j'ai vécu ce que j'ai vécu, je suis forcément dans la compassion. Par exemple, je me rappelle un jour, je suis intervenu dans le métro et j'ai un copain qui me dit, mais le mec il a failli te mettre un pain. J'ai dit, mais ça va pas de taper un gosse comme ça. Mais c'était plus fort que moi, etc. Et j'ai vu le mec qui était très menaçant et j'ai mon copain qui lui dit, calme-toi parce que là il est mauvais et tout. J'ai dit, mais t'as vu ce qu'il lui a fait? C'est-à-dire le pince à l'oreille comme ça, mais vraiment sadiquement, c'est juste pas possible. Donc il y a des choses comme ça, comme pour les animaux. Enfin, moi j'ai des trucs de compassion qui sont sûrement des comment dirais-je, des cicatrices, des fêlures de l'enfance, quoi, qui font que voilà. C'est pour ça que j'accepte tout à fait la tendresse. Moi je dirais pas forcément tendre, mais en tout cas je suis un coquin, je suis un taquin. C'est pas violent. Tu nous donnes l'impression de l'extérieur que les gens que tu croques à travers tes personnages et tes parodies, c'est une forme d'hommage aussi. Ah bien sûr. Voilà. Encore quand on imite quelqu'un, c'est déjà qu'il est reconnu. Ou alors on le met encore plus en valeur. Hein, il y a des gens que je ne fais plus parce qu'ils sont plus non pas de ce monde, mais je veux dire que ils sont plus là médiatiquement. Je pensais à Angelo Brandoardi quand j'ai découvert ce violoniste chanteur. D'abord je suis allé voir ses spectacles, j'ai acheté ses 2-3 albums. J'étais fasciné et j'étais le seul à faire la demoiselle, je sais plus oui, c'est comme la pucelle, comme l'art pucelle, je sais pas, je faisais un truc sur Jeanne d'Arc et tout, et les gens me disaient mais tu la refais encore. Alors, évidemment, au bout d'un moment j'étais obligé de l'enlever parce que plus personne ne savait qui c'était, mais non, il y a des gens tout de suite que j'ai voulu mettre en valeur. C'est formidable d'être imité, il y en a plein qui sont très contents d'être imités, il y en a même qui réclament d'être imités. Et dans la jeune génération, c'est vrai que je suis assez paresseux, à part Vianney, à part... J'ai pas grand monde à imiter. Il y a peut-être Pascal Praud, parce que j'ai regardé l'autre jour avec son aisément. J'ai dit, tiens, je vais peut-être m'attaquer à lui et tout, mais j'ai plus tellement envie. Et il y a des choses que je dis des fois aux gens, je dis, mais qu'est-ce que ça va apporter aux gens que je fasse Maître Gims? D'abord, j'ai pas la puissance vocale qu'il a, et j'ai pas la voix grave qu'il a. Et puis deuxièmement, je veux dire qu'un vieux qui imite un jeune, je veux dire, il y a un côté un peu pathétique. Déjà, quand je suis allé ça parler, heureusement que c'est drôle, mais sinon, je trouve ça, je dis non, puis elle a 45 ans aujourd'hui. Je trouve ça pathétique, je veux dire, de vouloir faire Jones, etc. Non. Tu as bien connu la génération des Guignols qui a duré des décennies. Ouais. N'as-tu jamais eu envie d'intégrer l'équipe des Guignols? C'était une sacrée équipe. Ils m'ont demandé, je faisais pas du tout les voix qui les intéressaient. Ah, dommage. Je faisais aucun politique et il m'a demandé d'imiter Elise Moon, Bernadette Chirac. Et alors surtout après, comme je faisais des voix féminines, alors c'est Sandrine Alexis qui a tout pris. Et là, je peux vous dire qu'elle m'a rien laissé. Parce que le mec m'a dit, mais j'ai pensé à vous pour Bernadette Chirac. Bernadette Chirac, je sais même pas comment. Elle a fait un truc comme ça. Mais j'ai dit, si c'était pour faire ça, j'aurais pu le faire aussi. Mais non, elle a tout pris. J'aurais adoré, oui, c'est ça, les bébêtes chauds. Mais c'était plus compliqué. Les bébêtes, c'est pareil. C'est les mecs qui font des hommes politiques. Et moi, quand j'ai vu mes copains, que ce soit Gustin, que ce soit Daron, que ce soit enfin, tous les mecs, tous les imitateurs qui ont fait le coq, qui est un pote, qui faisaient des hommes politiques, j'ai dit, moi, je sais pas d'hommes politiques. Je vais être le 4e, 5e, 8e, 10e qui va arriver en faisant des hommes politiques. Quel intérêt? Moi, laissez-moi mes femmes enfin mes voix féminines et puis mes comédiens et mes comédiennes. Pour tous nos auditeurs et tes fans, comment peut-on te retrouver sur les réseaux sociaux et lesquels? Alors moi, d'abord j'ai un site qui est www.patrick-adler.com. Je suis évidemment sur Instagram, assez peu, enfin un petit peu, Twitter, et j'ai ma page Facebook, évidemment, Patrick Adler. C'est soit Patrick Adler la page, mais enfin on peut me retrouver partout. Et évidemment sur YouTube, parce que là sur YouTube il y a pas mal d'émissions, pas mal de chansons, de parodies, etc. qu'on fait ça. Mais par le site, il y a notamment justement ces deux trucs dont je suis assez fier, parce que j'ai mis le teaser du spectacle Adler en voix, et j'ai mis également justement les fameux titres dont je suis assez fier, Lio Perley et le fantôme de l'opéra. Et on va faire un petit coucou pour tous tes spectacles à venir. Contactez Yannido, qui se fera aussi une joie de te programmer. Ah bah oui, ça vraiment, c'est un bonheur que de l'avoir rencontré. C'est la bonne surprise de l'année. Bah écoutez, il y a des... Vous savez, en numérologie, je suis en année 6, et c'est mon année, c'est mon truc de naissance, le 6. Et j'y crois, nouvel univers artistique devrait être une bonne année. Un signe, c'est un signe. Après ces 2 années un peu compliquées cette année et demie, on va dire, de Covid, ouais, écoute, ça fait beaucoup de bien. Non, puis il faut croire en l'avenir. Que peut-on te souhaiter pour l'avenir? Et donne-nous un dernier message d'amour à tes fans et auditeurs.
Alors, moi j'ai deux. Moi j'aimerais continuer de faire ce métier le plus longtemps possible. Avoir du succès, bon écoutez, tant mieux et tout. Et trouver l'amour peut-être. C'est peut-être la seule chose qui me manque. Donc ça pourrait être sympa et ça serait la grande surprise. Parce que c'est vrai que je fais pas grand chose pour chercher. Mais c'est vrai qu'à force de refouler les élus, c'est vrai que bon, bah, je n'ai qu'à m'en prendre qu'à moi-même. Peut-être que je suis un peu plus disponible maintenant. On verra bien. Ce sera l'année de l'amour et du spectacle. L'amour du spectacle, ça va être une belle année. Je pense. Merci en tout cas pour cette émission spéciale Patrick Adler, conversation entre amis by Emma Goldberg. Merci de nous avoir accueillis. Toute la rédaction évidemment se joint à moi. On salue Yanidou, notre ami commun. On l'embrasse évidemment. Je l'ai eu précédemment pour un hommage à Patrick Juvet, bien évidemment. Et je vous retrouve pour un prochain conversation entre amis by Emma Goldberg. Gros bisous. Gros bisous. We forgot time and place. Stand with you face to face. I love you when you're loving me. Everything you do to me.